Bonjour, j'espère que tout le monde s'en là. Notre conduite à tenir d'aujourd'hui, c'est conduite à tenir devant un abdomen aigu. Comme c'est une pathologie très fréquente qu'on voit couramment aux urgences, à n'importe quel hôpital, donc on est censé savoir au moins les grandes lignes devant un abdomen aigu. Comme introduction, la douleur abdominale est un motif de consultation qui peut représenter jusqu'à 10% des admissions dans un service des urgences. Et au sein de cette population, 4 à 6% des patients présentent une pathologie pouvant menacer le pronostic vital à court terme. De l'enjeu de les dépister rapidement et de les prendre en charge rapidement. Mais la multitude de diagnostics se manifeste initialement par une douleur abdominale, qui soit à l'origine digestive ou non, est un réel enjeu de triage pour un service d'accueil des urgences. La sanction chirurgicale urgente reste la thérapeutique principale pour ce genre de pathologie et où le pronostic vital rapidement défavorable sans prise en charge adéquate. Voilà. Néanmoins, la douleur abdominale aiguë est aussi un mode de révélation pour d'autres affections, par exemple rénales, gynécologiques, cardiaques, vasculaires et thoraciques et parfois même métaboliques, dans l'acidocitose diabétique. Les étiologies sont donc très diverses, où l'examen clinique minutieux et les examens complémentaires biologiques et radiologiques sont les seuls éléments ou les seuls moyens clés de la prise en charge du patient en urgence. La douleur abdominale, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pour les étiologies, devant les multitudes d'étiologies qui sont tous manifestées par des douleurs abdominales, on a les étiologies par ordre de fréquence et de gravité. Par exemple, les pathologies les plus fréquentes, supérieures à 90% des cas, sont les coliques néphrétiques et les pyélonéphrite, les appendicites, les affections pancréatico-biliaires, comme la cholécystite, l'angiocolite, la colique hépatique, les pancréatites aiguës d'origine lithiasique, chez nous, et d'origine alcoolique dans les pays occidentaux. Les occlusions de grêle, de côlon, les volvulus coliques, les invaginations, surtout chez les enfants, les hernies étranglées, les pathologies gynécologiques qui se manifestent par des douleurs abdominales, comme un kyste, torsion de kyste ovarien, les ruptures folliculaires, les salpingites et les grossesses extra-utérines. On a aussi les perforations d'organes creux, surtout pour les malades qui ont des antécédents d'ulcère gastro-duodénal, les diverticulites et les sigmoïdites. Il faut savoir deux affections fréquentes. Attention au diagnostic par excès, c'est-à-dire c'est les ça rentre dans le cadre des douleurs pour des pathologies fonctionnelles, les gastro-entérites et les constipations prolongées. Les pathologies moins fréquentes, mais gravissimes, on a à la tête de liste une péritonite par perforation d'organes creux, les anévrismes de l'aorte fissurés, les infarctus mésentériques et les accidents aux antivitamines K, parfois qui se manifestent par des douleurs abdominales suite à un hématome de psoriasis et hématome rétropéritonéal. Et les ruptures de rate secondaires, c'est-à-dire chez des malades qui ont subi des traumatismes abdominaux méconnus, et on a ce qu'on appelle la rupture de rate après une semaine à 15 jours de l'accident. Les pathologies qui peuvent dévier le diagnostic, c'est un tableau pseudo-chirurgical, c'est-à-dire qui peut induire le médecin en erreur de diagnostic et de prise en charge après, comme les pneumopathies aiguës, les pleurisées, les infarctus de myocarde surtout, et les péricardites aiguës, les insuffisances cardiaques droites, l'hépatite cytolytique aiguë, l'hépatite alcoolique, les torsions des testicules. Il
faut toujours examiner chez voilà, traumatisme abdominal méconnu, les acidocitoses diabétiques ou alcooliques et les insuffisances surrénaliennes aiguës. Comme un cas particulier, une grossesse. Il faut toujours, c'est-à-dire devant une femme enceinte qui présente des douleurs abdominales, attention, c'est-à-dire peut-être elle est en train d'accoucher, les fausses couches et les grossesses extra-éturées. Les pathologies médicales, urgences déférées, c'est-à-dire ce n'est pas dans les médias, comme l'ulcère gastro-duodénal à forme aiguë, il faut traiter par la trithérapie, la pathologie tumorale digestive, la pathologie gynécologique comme les tumeurs ovariennes, les colites ulcéro-hémorragiques et la maladie de Crohn ont poussé. C'est des urgences différées, c'est-à-dire qu'il faut peut-être opérer, mais après il y a un bilan d'exploration. La pathologie fonctionnelle digestive, il reste toujours un diagnostic d'élimination. Notre conduite à tenir, comme toujours, le diagnostic peut être certain cliniquement, c'est-à-dire le tableau est évident dans le cas de, par exemple, les appendicites, de la fosse iliaque droite, les péritonites, par exemple, devant juste un ASP, on voit le croissant gazeux, donc on est devant une péritonite. Il y a des cas où le diagnostic est certain cliniquement, mais le plus souvent, le diagnostic est probable. Dans ce cas-là, il faut faire un examen. Tu as un problème, vas-y. Non. Dans ce cas-là, voilà, on commence par l'examen clinique. La première étape, c'est l'interrogatoire. Tout le monde s'accorde pour dire qu'il est fondamental et essentiel. Il paraît comme un temps indispensable dans la prise en charge des patients. Il faut préciser les caractères de la douleur, siège et le mode de début, type et les facteurs déclenchants, présence des signes d'accompagnement, traitement suivi sont autant d'arguments qu'il ne faut absolument pas négliger. L'interrogatoire représente presque 50% du diagnostic et évidemment, c'est un élément déterminant pour la conduite à tenir après. Les antécédents personnels comme chirurgie abdominale, traumatisme abdominal dans les dernières semaines, médical comme allergie, maladies chroniques de drépanocytose, les anémies, les RGO, diabète et HTA. C'est-à-dire les antécédents médicaux ou chirurgicaux personnels. Les antécédents familiaux comme la présence de diabète, l'HTA, la présence de migraine, maladies inflammatoires et les cas de néoplasie dans la famille. Les signes généraux, l'existence ou pas d'une fièvre, c'est très important. La notion d'amaigrissement, une anorexie oriente vers une cause organique, surtout tumorale. Les signes fonctionnels associés, il peut s'agir d'un signe digestif comme une diarrhée, vomissement et extra-digestif comme la toux, les céphalées et les dysuries. Voilà, pour détecter d'autres diagnostics. Mais chaque élément est important à l'examen clinique. Contexte psychosocial, il faut en tenir compte car les douleurs abdominales sont un symptôme très fréquent et le plus souvent fonctionnel, mais reste un diagnostic d'élimination. Le type de la douleur, aiguë ou chronique, il faut connaître une douleur abdominale aiguë d'apparition récente et qui n'existait pas auparavant, ou des douleurs abdominales récurrentes ou chroniques définies par la survenue d'au moins 3 épisodes pendant une période de 3 mois. C'est-à-dire, il faut faire la différence entre douleurs abdominales aiguës ou chroniques. En effet, dans les douleurs abdominales aiguës, il faut avant tout éliminer une urgence chirurgicale. Les caractéristiques de la douleur, la topographie. Le point douloureux précis, comme la fosse iliaque droite en cas d'appendicite, périombilical, l'hypocondre droit, fosse lombaire, le pelvis, comme les portions de l'ovaire. Les irradiations, il faut préciser les radiations de la douleur.
les facteurs déclenchants, la durée, le rythme, surtout pour les douleurs abdominales, est-ce qu'on rythme par rapport aux repas, et est-ce que c'est des douleurs qui obligent le patient à se réveiller pendant la nuit. L'examen physique, l'examen clinique, c'est l'élément fondamental du diagnostic. Quelle que soit la qualité et le rendement de cet examen clinique initial, il faut fondamental, il faut toujours répéter après quelques heures de surveillance pour voir l'évolution de votre patient. Il comprend l'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation. D'abord, il faut avoir des conditions pour examiner le malade. Malade détendu, rassuré. La salle d'examen, elle doit être correctement éclairée et chauffée. Malade en décubitus dorsal, membre inférieur légèrement fléché pour relâcher les muscles de l'abdomen. Membre supérieur allongé le long du corps sur un lait résistant, un lait rigide. Le médecin doit être à droite du malade, les mains réchauffées. Il ne jamais commencer l'examen par la zone douloureuse. À l'inspection, il faut inspecter l'état de la peau et des téguments de malade, la couleur, la présence de pâleur, l'ictère, les cicatrices chirurgicales. Motif de, s'il y a une cicatrice chirurgicale, il faut préciser, il faut demander au malade le type de l'intervention. La présence des érythèmes, des éruptions en cas d'allergie, les hématomes, les pétichés, tout ça, ça donne une idée sur le diagnostic après. La présence des vergetures, les vergetures sont des stries blanchâtres d'amaigrissement après un surpoids important ou bien après une grossesse. Inspecter la présence de circulation veineuse superficielle, habituellement à peine visible. Là, il faut examiner l'ombilique, c'est saillant déplacé en cas d'acide ou bien d'une hernie. Il faut préciser la forme de l'abdomen, la distension abdominale en cas d'acide ou bien distension gazeuse des anses intestinales en cas d'occlusion. La distendue de manière localisée, c'est-à-dire on voit par une grosse tumeur visible, on regarde un orifice herniaire ou d'une éventration. La mobilité de l'abdomen, il faut avoir, c'est-à-dire il faut inspecter la respiration abdominale doit être présente, symétrique, ample et non douloureuse. La palpation doit être superficielle et profonde, c'est-à-dire il faut commencer step by step. On commence par le plan supérieur, c'est-à-dire une palpation douce, après on approfondit avec le temps. C'est ça, toujours palper en premier la région la plus éloignée du point douloureux, mobiliser le malade en palpant, on palpe le malade dans le décubitus latéral droite ou gauche. Apprécier la présence de défense, il faut faire la différence entre une défense et la contracture. La défense, c'est-à-dire se définit par une contraction involontaire de la paroi qui s'oppose à la palpation profonde, peut être partiellement vaincue par la palpation douce, aggravée par une palpation brusque, c'est-à-dire la défense, c'est presque une réponse au malade à la palpation, c'est-à-dire ça rentre dans le cadre normal. Mais pour vaincre cette défense du malade, il faut faire une palpation progressive, c'est-à-dire il faut aller doucement avec le malade, on palpe et on interroge le malade en même temps. Par contre, la présence de contracture, c'est un signe pathologique. Se définit par la rigidité pariétale, réflexe c'est des contractions involontaires, douloureuses, permanentes. Elle peut être diffuse, ventre de bois, témoin d'une péritonite diffuse, c'est-à-dire il y a une irritation de péritoine qui donne la contracture. Généralement, les contractures abdominales, c'est des signes de péritonite, soit localisés, soit généralisés. Examiner les orifices herniaires, c'est un temps crucial et très important à la recherche d'un étranglement herniaire. Il faut faire tousser le malade. Cette manœuvre augmente la pression abdominale et fait produire une saillie brusque, c'est la hernie. C'est-à-dire, il faut tester est-ce que c'est la hernie, c'est étranglé ou bien réductible ou irréductible. Voilà. La percussion, elle se fait
à main gauche en éventail, voilà, sur un abdomen, sur l'abdomen. Le médius de la main droite percute les 4 doigts de la main gauche. C'est purement la sémiologie. Percussion basée, on commence par la percussion basée thoracique, droite et gauche, pour préciser les bords supérieurs du foie et de la rate. La présence de tympanisme, c'est des gages digestifs, ou bien matité, généralement, ça signifie la présence du tumeur. Ou bien le tympanisme, c'est des gaz digestifs, ça signifie qu'il y a une occlusion quelque part. L'auscultation, c'est des bruits hydroaériques de l'intestin, caractéristiques du péristaltisme. Les bruits hydroaériques, quand les bruits hydroaériques intenses, pensent à un syndrome de lutte en cas d'occlusion. Le silence auscultatoire, c'est un ileus paralytique par irritation pariétale, c'est qu'on trouve dans les cas de péritonite ou bien l'ischémie mésentérique. C'est des signes graves. Examen de la région, c'est très important à la fin de notre examen clinique, c'est l'examen de la région périnéale. Il faut toujours terminer un examen, dans l'examen clinique de tube digestif, il doit être toujours terminé par un examen de la région périnéale et un toucher rectal. L'examen de la marge anale doit être soigneux en position genou-pectorale ou décubitus latéral. Il faut rechercher les lésions cutanées, les orifices fistuleux, la présence de fissures par manœuvre de déplisser la marge anale et aller doucement parce que c'est très douloureuse. Voilà, pas de toucher rectal parce que ça donne des douleurs atroces en cas de fissure anale. Et rechercher la présence des hémorroïdes. Parfois, on voit même des tumeurs qui sortent à travers l'anus dans les tumeurs de canal anal. Le toucher rectal doit être systématique après tout examen clinique de l'appareil digestif. Il complète l'examen de la marge anale. Il apprécie la tonicité d'abord, la tonicité et la sensibilité du canal anal ainsi que l'état de la paroi rectale. Les objectifs de toucher rectal, c'est la présence, c'est à la recherche du tumeur, les sténoses et parfois on trouve rien, on trouve que des matières fécales, voire un fécalon. On apprécie aussi par le toucher rectal le cul-de-sac de Douglas. C'est-à-dire s'il y a une douleur qui déclenche après la palpation, ou bien après un toucher rectal dans les cul-de-sac de Douglas, ça c'est un signe de péritonite, ou bien un comblement en cas de tumeur abdominale de pelvis, et apprécier l'état de prostate. L'examen après, c'est l'examen de Doity. Après l'examen de toucher rectal, on voit la présence du sel, ou bien l'ugulaire, ou bien du sang. C'est-à-dire le toucher rectal revient, le doigté suivi de sang, ça signifie qu'il y a une lésion néoplasique. Il faut orienter le malade vers un spécialiste, généralement gastro-entérologue, pour faire les examens et les explorations qu'il faut après. Après l'examen clinique, on passe à un bilan des examens complémentaires. Les examens complémentaires au pavillon des urgences, c'est standard, c'est-à-dire un bilan biologique et l'imagerie. Bilan biologique standard, on demande formule sanguine, groupage, ionogramme, la fonction hépatique comme transaminase ou bien les bilirubines, et la lipasémie à la recherche d'une pancréatite, la glycémie fonction rénale, c'est-à-dire le bilan biologique en fonction au diagnostic évoqué. Voilà. Mais surtout la fonction rénale est très très important au pavillon en cas d'urgence. Pourquoi? Parce que si on doit compléter, on verra ça par la suite, si on doit compléter notre examen complémentaire par une TDIAM avec une injection, au moins on aura une fonction rénale, c'est-à-dire on ne peut pas faire une TDIAM avec injection sur un malade qui a une fonction rénale perturbée. Et un ECG, surtout pour les sujets plus de 50 ans, ou bien pour les patients qui ont du douleur thoracique. L'imagerie en fonction du diagnostic évoqué. Généralement, en cas de douleur abdominale, la notion d'arrêt de matière et des gaz, on demande un ASP, face et profil. Radiographie pulmonaire, radio de téléthorax, surtout, c'est-à-dire surtout quand on suspecte une urgence chirurgicale pour au moins préparer le malade à l'intervention chirurgicale, et l'échographie
abdominale, elle est de première intention en cas d'urgence biliaire, c'est-à-dire en cas de si on suspecte une lithèse vésiculaire, une cholécystite, ou bien un malade il a un angiocolite en pancréatite lithasique, l'échographie passe en première intention. Mais si le malade il a une distension abdominale et un syndrome, un tableau d'occlusion, ce n'est pas la peine de faire échographie abdominale. Il faut passer directement à la TPM abdominale si la fonction rénale est correcte. Donc le bilan radiologique, c'est en fonction de votre diagnostic évoqué. Voilà. À la fin, il faut retenir des points essentiels après votre examen clinique et un bilan radiologique. Il faut savoir que la grande majorité des urgences vitales présentent une douleur abdominale nécessitant un traitement chirurgical. Les patients plus de 50 ans sont les premières cibles de ces pathologies en termes de l'incidence et par la présence des comorbidités, c'est-à-dire les antécédents médicaux et chirurgicaux. Les pathologies vasculaires abdominales en cas d'infarctus mésentérique sont de mauvais pronostics parce que diagnostic difficile et le taux de mortalité très élevé. La perforation digestive s'observe à tout âge, mais sont à l'origine d'une mortalité plus importante chez les personnes âgées. Il faut toujours évoquer les pathologies thoraciques dans la douleur irradiée vers l'abdomen, surtout l'IDIA, l'infarctus du myocarde. Les patients immunodéprimés, faites attention, sont les plus exposés aux complications infectieuses sévères. Et devant une jeune fille, la grossesse extra-utérine est l'urgence vitale par excellence chez la femme à l'âge de procréer qu'il faut éliminer par un simple dosage de bêta-HCG. Et comme conclusion, actuellement, et vu le contexte actuel, pour sauver plus d'EV, il faut porter une bavette, lavage des mains et respecter la distanciation physique. Et je vous remercie pour votre attention. D'accord, d'accord. On te demande c'est quoi le syndrome de lutte à l'auscultation. D'accord, d'accord. Le syndrome de lutte, c'est-à-dire il y a une occlusion quelque part. C'est-à-dire le malade il essaye d'émettre ses gaz et ses matières, mais comme il y a l'obstacle, par exemple une tumeur colique ou bien une tumeur au niveau de grêle, on voit que surtout à l'auscultation ou bien à la percussion, on voit le péristaltisme accentué, surtout chez les sujets maigres. Voilà. J'espère que j'ai répondu. On te demande la deuxième question. L'IRM et la TDM avec injection et insuffisance rénale, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'injection est contre-indiquée? Si c'est contre-indiqué, qu'est-ce qu'on fait? Dans le cas où le patient est présent en urgence, surtout un malade qu'il faut l'opérer et il a une fonction rénale perturbée, généralement on ne peut pas faire une TDM abdominale avec injection. On fait un scanner SPC, c'est-à-dire sans injection de produit de contraste, juste pour apprécier la distension et avec des arguments, notre examen clinique, l'interrogatoire et le tableau, on peut, c'est-à-dire évoquer le diagnostic qu'il faut et opérer après. Voilà. Et on te demande, devant un abdomen aigu, chez un patient, on n'a pas de signe d'orientation, quel est l'examen de référence? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Devant un abdomen aigu, oui. On n'a pas d'orientation, il n'y a pas d'antécédent. Quel est l'examen de référence? D'abord, l'examen de référence, c'est-à-dire selon le contexte de malade. D'abord, là, c'est un sujet âgé ou bien un sujet jeune, l'interrogatoire, l'examen clinique, tous ces éléments, à la fin, vous pouvez avoir une idée sur la pathologie. Mais l'examen anodin, c'est-à-dire où il n'y a pas de contre-indication, c'est l'échographie. Et en plus, il est accessible presque dans tous les services des urgences, c'est l'échographie abdominale.